plusieurs quartiers de la capitale béninoise sous les eaux, voilà 2 semaines que ça dure. On ne déplore pas encore de pertes en vie humaine, mais des ponts cassés, voies inaccessibles, maisons inondées, les dégâts matériels sont nombreux. Principalement touchés, les quartiers Fifadji, Agla et Akbakba. Nous avons commencé par le tronçon Fidrosé Agla, parce que la route était complètement coupée par une bonne quantité d'eau. Nous étions obligés, n'est-ce pas, d'intervenir là-bas avec 2 motopompes, une grosse motopompe et une moyenne. Ensuite, nous avons intervenu aussi à Fifadji. Et pour vous dire que pour celui d'Agla, nous continuons toujours d'intervenir, même jusqu'à ce matin, avant de relever un peu les hommes, puisque le niveau doit un peu baisser. Les gens arrivent plus ou moins à passer. Et en ce qui concerne Fifadji, nous avons intervenu promptement, mais je pense que en collaboration avec la police qui a demandé notre appui, on a pu quand même essayer de faire quelque chose. À Papa aussi, nous avons intervenu et nous continuons aussi d'intervenir toujours à Papa. Le niveau des eaux est particulièrement monté les vendredis et samedis derniers, suite à de fortes pluies. Selon les habitants de ce quartier, il n'est tombé que 2 heures de pluie, et pourtant. Ces familles, elles peuvent encore sauver des meubles. Dans certains quartiers, les habitants n'ont eu d'autre choix que de partir. Dans les maisons, on n'a pas pu intervenir parce qu'il n'y a même pas accès pour pouvoir aller jusqu'à ces bâtiments qui sont complètement dans l'eau. Je crois que dans Agla, on doit avoir une cinquantaine que nous on a enregistré avec qui, dont la population les a aidés à faire évacuer. Et dans Akbakba, je crois que c'est 2 ou 3 maisons comme ça qu'on a évacuées. Les autres sont partis déjà d'initiative avant notre arrivée. En 15 jours, les opérations de secours mobilisent près de 150 pompiers ainsi que des personnels de la protection civile. Une opération particulièrement éprouvante et difficile. En l'absence de canaux d'évacuation, les volumes d'eau pompés par les secours reviennent menacer les habitations. Seul espoir, la baisse du niveau des eaux qui stagne partout. Mais, avec la saison des pluies, c'est plutôt un combat de longue haleine qui attend les pompiers. Tour de contrôle, escalator, comptoir d'enregistrement, carrousel à bagages, restaurant, même les distributeurs de billets sont branchés sur la petite centrale solaire installée le long de la piste au milieu d'un champ de pissenlit. En apparence, rien ne distingue l'aéroport sud-africain de George des autres. Niché entre l'océan Indien et la majestueuse chaîne de montagnes de l'Outenika, l'établissement est pourtant unique. Il est le seul du continent à fonctionner à l'énergie solaire. Je suis fier que nous soyons l'un des premiers aéroports à faire ça. Nous avons constaté une baisse de notre consommation d'électricité, ce qui est un avantage pour le budget. Je vois que les coupures d'électricité récurrentes à l'aéroport, c'est du passé. Même si on a des générateurs de secours, notre première source d'électricité, ce sont les panneaux solaires. Tributaire à plus de 90% du charbon pour sa production d'électricité, le pays de Mandela cherche à diversifier son approvisionnement énergétique pour éviter les coupures. À ce jour, les énergies alternatives représentent moins de 1% de la production d'électricité en Afrique du Sud, pays qui bénéficie pourtant d'un ensoleillement exceptionnel. Nous pouvons transférer une partie de l'énergie que nous collectons vers la municipalité, donc c'est un avantage pour la ville. La phase 2 devrait avoir des bactéries de secours où nous pourrons donc conserver l'énergie solaire que nous produisons dans la journée et qui n'est pas utilisée. Selon le directeur de la maintenance de l'aéroport, Georges fait office de projet pilote. Il poursuit en affirmant que, victimes de leur géographie, Georges et ses 150 000 habitants sont soumis à la météo la plus imprévisible qui soit. En une demi-heure, les températures peuvent chuter d'une dizaine de degrés et le ciel bleu pourra céder la place à une bruine épaisse. Cet aéroport vert est désormais le premier en Afrique et le second au monde, après celui de Cochin en Inde, à fonctionner à l'énergie solaire. Voilà ce qu'il reste de Port-Salut, ville de la péninsule méridionale la plus touchée en Haïti par l'ouragan Matthew. Les survivants de ce drame sont obligés de se regrouper dans des abris le long de la côte détruite. Dimanche, c'est dans une église sans toit que ces Haïtiens ont célébré la messe.
Près d'une semaine après le drame, 2 menaces planent sur le pays le plus pauvre des Amériques. Sur une population d'1,3 million d'habitants dans le Grand Sud, avec un taux de pauvreté de 60 à 70%, Haïti recense aujourd'hui près d'1 million de personnes en besoin d'aide humanitaire d'urgence. Le pays est en proie à la famine. Dimanche, des survivants de l'ouragan ont fait la queue à Port-Salut pour recevoir de l'aide humanitaire apportée par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Autre menace potentiellement catastrophique à laquelle est confronté le pays, le choléra. Cet unique hôpital de Port-Salut y a enregistré dimanche son premier décès dû à cette maladie. 9 autres patients y sont actuellement soignés pour la même cause. Les malades du choléra doivent emprunter une porte d'accès à part. Ça fait 3 ou 4 mois qu'on n'a pas eu de cas de choléra. Mais après l'ouragan, on reçoit des personnes atteintes. Il y a un problème d'eau à cause de l'ouragan. Les eaux sont contaminées. De quoi inquiéter alors que des régions entières en Haïti restent toujours isolées après l'arrivée de l'ouragan qui a fait plusieurs centaines de morts dans le pays le plus pauvre de la Caraïbe. Depuis octobre 2010, le choléra a fait près de 10 000 morts en Haïti et avec toujours plus de 500 cas chaque semaine, le pays fait face à la pire épidémie de l'histoire récente à l'échelle mondiale. L'établissement dirigé par le docteur Deravine emploie 55 personnes, dont un tiers de Cubains envoyés par la Havane en vertu d'un ancien accord de coopération. L'hôpital attend des renforts de personnel et davantage de matériel, dont des poches à perfusion, des médicaments et des produits de désinfection pour faire face à cette maladie.